Bienvenue à ce 44e séminaire de cardiologie congénitale et pédiatrique de Necker. Et contrairement à beaucoup de séminaires précédents, on a changé la façon de l'organiser. La plupart des séminaires étaient thématiques et aujourd'hui on va parler d'un certain nombre de choses variées, comme vous avez pu voir sur le programme. Donc, avant de commencer le séminaire Variation, je voudrais remercier un certain nombre de gens qui nous ont permis de l'organiser. Tout d'abord, nos différents sponsors que vous pourrez rencontrer pendant les pauses et qui nous soutiennent depuis plusieurs années pour beaucoup d'entre eux. Remercier mes collègues Lucie Louyel, Fanny Bajol et Olivier Reski pour l'organisation et la constitution du programme, ainsi que le programme social. Bien sûr, toutes nos secrétaires et assistantes, en particulier les Isabelle Descamps-Zépanski et Madame Pardo, pour nous aider de façon très fidèle pour ce programme, et puis l'ensemble d'entre vous pour venir régulièrement à cette réunion, ainsi que beaucoup de nos orateurs qui sont des fidèles de ce séminaire qui dure depuis des décennies. Alors, pour introduire ce séminaire, en fait, l'idée, j'ai eu l'année dernière parce que j'écoutais une conférence d'Étienne Klein. Et Étienne Klein, c'est un physicien, astrophysicien, je ne sais pas si vous le connaissez, et qui est sur France Culture depuis des décennies. Et c'est un fêlé des anagrammes. Et un jour, j'ai entendu cet anagramme, voilà, matière à contredire ou récréation à méditer. Vous regarderez, c'est parfaitement exact. Et je me suis dit, ça correspond assez à ce qu'on fait dans ce séminaire depuis très longtemps. Donc j'espère que ça sera récréatif et que vous pourrez méditer en partant. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'une anagramme? Une anagramme, c'est une variation. Et une variation, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup d'acception sur le plan sémantique. Et ce qui est intéressant dans notre spécialité, c'est qu'on voit des choses extrêmement variées, mais cependant très très récurrentes. Et on a l'impression qu'elles sont immuables. Par exemple, on voit une tétralogie de Fallot, c'est comme la tétralogie de Fallot d'avant, sauf que la tétralogie de Fallot de l'enfant X, c'est pas la même que celui de l'enfant Y, ou alors ils sont pas nés à la même époque, ils n'ont pas été traités de la même façon, ils n'ont pas les mêmes parents, ils vivent pas au même endroit, donc ils peuvent aussi varier pour ça. Et dans cette déambulation dans le temps, dans l'espace et entre les individus, ça m'a rappelé un personnage qui a un nom assez minable, il s'appelle Brown Dog, et il apparaît dans 6 romans de Jim Harrison. C'est son personnage fétiche. En fait, c'est lui. C'est un grand alcoolique et un grand bouffeur. Et donc, il est dans plusieurs nouvelles, dans des histoires totalement différentes et dans des situations totalement différentes, éventuellement qui n'ont rien à voir avec les précédentes. Et donc, je me suis dit, je vais faire un séminaire avec un programme un petit peu foutoir, mais c'est précisément ce désordre qui accorde à la nature toute sa beauté. C'est ce que dit Chienbrun dans En route vers l'Ouest. Alors, qu'est-ce qu'une variation? Comment est-ce que les gens la voient? Bien, il y a différentes façons de le voir. Au XVIIIe siècle, Charles Linné, qui est celui qui a fait la classification des espèces qu'on connaît tous, la classification binomiale, par exemple Escherichia coli, voilà. Dans l'image du centre, Charles Linné, il voit qu'une seule chose. Il voit qu'une seule chose, et la variation des couleurs des coccinelles, c'est une corruption de la matière, parce que la chose qui existe, c'est l'espèce. Et nous, ça serait par exemple la tétralogie de Fallot, ça existe. Et il pense que la tétralogie de Fallot, ça existe dans la nature. À l'inverse, un siècle plus tard, Darwin, lui, ne voit pas une seule chose, il voit 16 individus différents. 16 individus différents, et il pense que la coccinelle, ça n'existe pas. C'est juste un nom qu'on a mis sur des choses qui se ressemblent. Et je pense qu'on va parler beaucoup de ça aujourd'hui. La variation dans notre spécialité, c'est la variation interindividuelle et c'est celle qui va nous poser des problèmes tactiques et stratégiques dans le traitement des enfants. Pour poursuivre un petit peu sur cette idée que les choses se ressemblent mais ne sont pas volontairement ce qu'on pense ou ne sont pas volontairement identiques, moi, si je vous montre cet animal, ça ressemble à un chien, à un loup. Non? Vous êtes d'accord? Ça, c'est peut-être un bout de chat, de gouttière ou de tigre. Mais en fait, c'est cette bestiole. Et le nom de cette bestiole, c'est un loup de Tasmanie. Mais il y en a d'autres qui ont appelé ça un tigre de Tasmanie. Et il a disparu.
ça ressemble à un chien de loin, ou même de relativement près. Ça ressemble pas vraiment à un chat ou à un félin. Donc si on veut le classer, il faut se demander si on le classe en regardant à quoi ça ressemble globalement ou si on regarde à quoi ça ressemble dans les détails. Et si on regarde dans les détails, c'est un mammifère, mais c'est pas un monotrème, c'est pas un mammifère placentaire, c'est un marsupial. Et l'animal le plus proche, je vous le remontre, l'animal le plus proche, eh bien, c'est le kangourou. Voilà. Donc les choses peuvent se ressembler de loin, mais de près, non. Pour poursuivre dans cette idée-là, dans beaucoup de malformations cardiaques, on voit des anomalies homologues, c'est-à-dire des choses qui se ressemblent. Ici, l'humérus, c'est tous les vertébrés. Certes, l'humérus du poisson, c'est pas le même que l'humérus de la chauve-souris ou de la grenouille, mais cependant, il y a une homologie parce qu'ils l'ont hérité d'un ancêtre commun. Donc, sur le plan phylogénique, développemental, embryologique, c'est exactement la même chose. Mais si on regarde cette diapositive, bien là, on va parler de fonction. Tous les animaux que vous voyez ont des ailes. La chouette, la chauve-souris, la libellule ou la raie, elles servent à nager ou à voler, mais cependant, ce ne sont pas des organes homologues. Ils se ressemblent, ils servent à la même chose, mais ils ne dérivent pas d'un ancêtre commun, donc ils sont différents. Et donc, ce qui est important dans cette variation de structure, de fonction, c'est qu'il y a une histoire, et cette histoire, c'est l'histoire soit des patients, soit l'histoire du développement, et on reviendra là-dessus au cours de ce séminaire. Pour donner un exemple un petit peu plus concret de cardiologie pédiatrique, vous voyez une tétralogie de Fallot en haut à gauche, une transposition des gros vaisseaux en haut à droite. Et donc, elles sont différentes. Tout le monde a bien compris que c'était pas exactement la même malformation. Mais comment est-ce que vous classez la malformation qui est au milieu avec la bascule du septum caudal et l'obstacle sous-pulmonaire dans celui de la transposition des gros vaisseaux ou le petit bout qui ressemble à la tétralogie de Fallot? La nature est-elle bien faite? On verra que dans un certain nombre de cas, c'est pas grave. C'est peut-être pas si mal fait que ça pour la pompe cardiaque du poisson, puisque en toute logique, le sang arrive par le bas et est poussé vers le haut. Mais c'est à l'horizontale chez un poisson. Mais chez l'homme, c'est plutôt assez mal foutu. Si un ingénieur avait tenté de créer une aorte, il l'aurait fait certainement sortir de la pointe du ventricule gauche et on nous aurait mis la tête sur le ventre. Donc on a hérité de notre évolution depuis la naissance des vertébrés, d'un certain nombre d'anomalies qui vont poser des problèmes, en particulier la forme de l'aorte. Et c'est pour ça, en présence de Lucey Douyel, je vous conseille ce petit livre qui s'appelle Petit traité d'anatomie superflue, c'est-à-dire les petits détails qui changent tout ou rien. Et ici, j'ai mis juste l'exemple des côtes. On en a 13, ou on en a que 11, ou on en a une en plus dans le cou. Ce sont des atavismes inconstants, c'est-à-dire qui sont hérités de notre évolution, et on verra ça dans un certain nombre de sujets. Enfin, demain matin, j'ai mis une séance sur le neurodéveloppement parce que je pense que c'est important de définir ce qui est normal. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont lu Georges Canguilhem et ont compris que la frontière entre le normal et le pathologique était ténue et qu'il est normal d'être malade ou d'avoir été malade et que la maladie, c'est aussi une variation de la vie, c'est plutôt une autre allure de la vie qu'une véritable anomalie. Et donc la définition d'être normal dans un grand nombre de cas, c'est être dans la moyenne. Et où être normal, c'est tel qu'on doit être. Et donc, être anormal, c'est différer de la moyenne, mais il faut en définir la distance. Et où être anormal, c'est ne pas être tel qu'on doit être, mais à ce moment-là, il faut appliquer un système de valeurs. Et donc, pour terminer, on a prévu une séance sur les thérapies, l'innovation dans les thérapies ou ce que sera le futur demain. Et j'espère que pendant cette séance, eh bien, on ne fera pas comme Lily Prune dans un livre pour enfants que j'aime beaucoup qui s'appelle La revanche de Lily Prune, parce que Lily Prune a inventé l'eau chaude, l'eau froide, l'eau tiède chaude, l'eau tiède un peu chaude, l'eau tiède froide, l'eau tiède un peu froide et l'eau tiède tiède pour prendre des bains à différentes températures. Donc j'espère que pendant ce séminaire, on n'inventera pas l'eau tiède, mais qu'on s'amusera.